Bonjour et bienvenue dans votre matinale. Voici tout de suite le programme du jour. Mardi, coup de projecteur sur l'emploi avec une expérimentation unique en Bourgogne. Tout au long de sa carrière, un salarié développe des compétences. Mais comment les transmettre à ceux qui n'ont pas cette expérience? Entreprises et pouvoirs publics se penchent sur la question. Le savoir-faire, elles connaissent et elles ont du nez. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes sont à l'honneur avec des passionnés de viticulture. Une quarantaine d'entre elles font partie d'une association en Bourgogne. Présentation dans un instant. Et passer un bon moment tout en chanson. Direction un cabaret de campagne à Joigny, dans l'Yonne. La Ruche Gourmande propose depuis plus de 20 ans différents spectacles. Des centaines de personnes poussent les portes de l'établissement. Ambiance garantie. Et tout ça, c'est juste après le générique. Heureuse de vous accompagner et heureuse d'être avec vous en ce jour. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission. Pour cela, il suffit que vous nous envoyiez une photo de votre ciel du matin à l'adresse qui s'affiche juste en dessous de votre écran. Elle passera ici même dans la matinale. En attendant, voici les prévisions de Météo France pour cet après-midi. En Franche-Comté, le soleil arrive timidement et tout doucement par l'ouest et chasse la perturbation au fur et à mesure, même s'il devrait neiger sur les hauteurs, comme vous le voyez sur la carte. Les températures, elles, sont toujours aussi fraîches. Il fera 1 degré à Pontarlier, 4 pour Lure et Montbéliard. Le meilleur sera de 6 degrés à Lons-le-Saunier. En Bourgogne, la perturbation d'hier laisse place à quelques belles éclaircies dans l'après-midi, malgré quelques nuages persistants. Le vent qui pourrait souffler, notamment jusqu'à 20 km/h. Et même si nous sommes 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison, il est prévu 5 à Châtillon-sur-Seine, 6 à Dijon et Autun. Et le meilleur sera de 7 degrés pour Sens ou encore Mâcon. Bulletin complet juste après cette matinale. Et à la suite des chutes de neige d'hier et à la formation de verglas, les conditions de circulation restent délicates sur une grande partie des routes en Côte d'Or, dans le Doubs et le Jura. Pour connaître l'état des routes, rendez-vous sur les sites internet des conseils départementaux et surtout soyez prudents et vigilants. Et aujourd'hui, 8 mars, j'ai envie de souhaiter à toutes les femmes une très bonne fête, même si c'est notre fête tous les jours. Et pour célébrer ce 8 mars, rencontre avec une passionnée d'écriture qui n'hésite pas à prêter sa plume pour raconter des histoires de femmes. Bonjour François-Marie Lapchine. Oui, exactement. Bonjour à tous. Nous sommes ici à Puy, c'est un petit village de 140 habitants dans le Châtillonnais, pour fêter cette fête internationale des droits des femmes. Et on va donner la parole à des femmes que l'on oublie, qui ont été longtemps oubliées, qui sont les femmes des agriculteurs. Elles se sont regroupées et avec Pascaline Kromichev, c'est son bureau ici, d'écrivain public, d'écrivain privé, elles ont raconté leurs aventures, leurs histoires, leurs réalités, leur vécu. Voilà, c'est tout de suite. D'accord, à tout à l'heure François-Marie. Tout au long de notre carrière professionnelle, nous développons différentes compétences que d'autres n'ont pas forcément. Pouvoir les détecter pour mieux les transmettre à la veille de notre départ à la retraite, c'est le but de l'expérimentation menée par l'ARACT, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail et plusieurs entreprises. Explication tout de suite avec Sandrine Lagarde. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est grâce à un financement de l'État, de la région, que vous pouvez mener cette expérimentation. Pour bien la comprendre, je vous propose de regarder une des entreprises qui fait part à cette expérimentation. Elle nous a ouvert ses portes. Il s'agit de Deserto, entreprise côte-dorienne de travaux publics. Michel Gillot et Jean-Louis Saintin, et puis on en parle après. Très bien. Sacito dirige la manœuvre. Dans la tranchée, Aboubacar positionne les canalisations. Le troisième larron, c'est le conducteur d'engin. Entre ces trois acteurs, il n'y a pas beaucoup de paroles, mais beaucoup d'échanges. On communique beaucoup avec des gestes. Et il se passe beaucoup de choses, on communique beaucoup avec des gestes. Et puis, il faut que les gestes soient précis. On fait des gestes que Pelter nous voit, parce que depuis là où il voit rien du tout. Donc à droite, à gauche, et puis c'est comme ça que ça se fait. Avec l'ancienneté, il n'y a pas de souci. Ces ouvriers possèdent leur métier sur le bout des doigts, à tel point que certaines de leurs compétences peuvent passer totalement inaperçues aux yeux de leur employeur. Dans l'entreprise Deserto, on pourrait appeler ça le syndrome de Mickey. Voici l'histoire.
Un des membres de l'équipe qui est derrière nous, là, qui avait pour surnom Mickey, était un des plus anciens salariés de l'entreprise. Il ne parlait jamais. C'est bien simple, il ne parlait pas, il ne faisait pas de bruit. Il était presque invisible, ce garçon. Mais le jour où il a fait valoir ses droits à la retraite, tout le monde était content pour lui. Sauf que le premier chantier que cette équipe a démarré sans Mickey, il s'est drôlement moins bien passé que les chantiers précédents. C'est important qu'on s'entende tous bien, qu'il fasse la gueule, tout le monde ne va pas écouter et ça n'ira pas. C'est important de mettre un peu l'ambiance, de faire chier, et puis des fois déconner, c'est important. Une bonne ambiance, c'est précieux, transmettre les compétences aussi. Après l'épisode du départ de Mickey, il a paru urgent de repérer les savoir-faire des ouvriers chevronnés. Mais il n'est pas évident pour des virtuoses d'expliquer leur virtuosité. On a bon nombre de savoir-faire qui sont complètement intégrés, qui sont automatiques. Et qui de ce fait, si on n'a pas justement cet œil un peu extérieur qui vient vous dire « Tiens, j'ai vu que vous faisiez telle action à tel moment, pour quelle raison ?» Le savoir-faire de base, le métier lui-même, rien de tel que le professionnel pour le transmettre. Et c'est vers ce tuteur opérationnel qu'on va se diriger aujourd'hui pour surtout ne rien rater dans la transmission des savoir-faire de l'entreprise. Sassito et Aboubacar, eux, n'ont rien raté. Sassito, le chef de chantier, est en fin de carrière. Aboubacar, canalisateur suiveur, est dans son sillage et prendra la relève. Entre les deux hommes, la transmission s'est faite dans l'estime et par une fréquentation quotidienne. Aboubacar, il sait aussi bien faire que moi, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que l'expérience compte beaucoup. On sort de l'école, on ne sait rien faire. Malheureusement. Enfin, c'était mon cas à moi. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec lui. Voilà. J'ai pas bougé d'un poil, je suis toujours resté avec lui, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Et avec lui, on apprend beaucoup de choses. En plus de ce passage de témoin à l'ancienne, fondé sur l'expérience commune des chantiers, Deserto va donc développer une formation de tuteur. Reconnaître les compétences et faire de ses ouvriers expérimentés des tuteurs efficaces, l'entreprise estime que c'est la meilleure façon d'assurer sa pérennité. Donc on a l'exemple avec cette entreprise, mais l'enjeu de la transmission des savoir-faire, c'est quelque chose que toutes les entreprises savent. Oui, effectivement, toutes les entreprises en ont conscience, mais pas forcément sur tous les postes. C'est-à-dire, comme le dit le chef d'entreprise dans le reportage, il arrive parfois qu'on ne se rende pas compte qu'un poste, il est clé dans l'organisation, dans la performance, là en l'occurrence d'un chantier, et on passe à côté d'un savoir-faire spécifique qui s'est construit sur le terrain au fil des années, et on ne se rend pas compte que c'est ce petit savoir-faire-là qui crée la performance de l'entreprise. Et vous apportez quoi en plus, des outils ? On apporte des outils. Le but ultime de cette expérimentation, c'est effectivement de créer des outils pour que d'autres entreprises puissent elles-mêmes mettre en place ces démarches. Mais l'accompagnement proposé, là, c'est vraiment un regard extérieur qui permet, par un jeu de questionnement, de repérer ce qui n'est plus visible au quotidien dans l'entreprise. Ça veut dire que c'est vous qui allez sur le terrain à la rencontre des salariés et qui dites « Ah tiens, là, il y a quelque chose, pourquoi tu fais ça ?» c'est ça ? Oui, effectivement. Repérer les savoir-faire d'expérience, ça ne peut pas se faire sur un coin de table ou dans un bureau des ressources humaines. C'est vraiment en allant au contact avec les salariés, avec ceux qui exercent le travail, qu'on peut repérer ce qui constitue l'excellence de leur métier. En gros, les experts d'un travail, c'est celui qui le réalise. Et c'est toujours notre principe de départ. Et ça, c'est possible sur tout type de poste et dans tout type d'activité ? Oui, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte depuis bien longtemps que dans tout type d'activité, même quand on a des ordres très précis, un processus de travail très précis, en réalité, chaque personne, son savoir-faire consiste à amener un petit truc en plus. Et c'est ce petit truc en plus qui fait souvent la différence dans une entreprise. Donc c'est tous ces petits trucs en plus qu'il faut repérer. Là, on a vu un exemple dans les travaux publics, mais il y a d'autres entreprises qui font partie de l'expérimentation. Dans quel secteur ? Oui, cette expérimentation est conduite sur 8 entreprises actuellement. On a 5 secteurs d'activité de représentés, les services marchands, des services non marchands type service à la personne, de l'industrie et les travaux publics. C'est aussi bien valable pour... Et grande distribution. Voilà, donc pour le privé comme pour le public. Oui, tout à fait. Et en fait, à partir du moment où il y a une activité de travail, il y a des savoir-faire d'expérience qui se développent. Et quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui. Oui. On a des entreprises, là, d'une trentaine de salariés jusqu'à des grands groupes. Alors, l'expérimentation dure depuis combien de temps ? Et vous en êtes où aujourd'hui ? On a démarré cette expérimentation fin 2014 avec
plein de partenaires en Bourgogne. On s'est appuyé sur des OPCA qui financent la formation, sur Pôle emploi, sur les réseaux des CCI. Donc avec les entreprises, on a démarré début 2015 et donc là, on en est à la fin des expérimentations dans les entreprises et on va mettre en place la phase de suivi maintenant. On va retourner dans l'entreprise, voir ce que ça a produit et ce que ça a fait bouger. Alors ça veut dire quoi, que les entreprises vont devoir mettre en place des ateliers ? Elles vont devoir mettre en place, pas forcément des ateliers, elles, en interne, elles vont devoir mettre en place une procédure de transmission des savoir-faire d'expérience. Là, ce qu'on a fait avec elles, c'est repérer ce qu'on appelle dans notre jargon des savoir-faire critiques. En fait, c'est des situations de travail qui mettent les salariés en capacité de développer leurs compétences. Donc, il va falloir repérer quelles sont ces situations de travail qui développent des compétences pour que quand un nouvel embauché arrive, on puisse très rapidement le mettre en contact avec ces situations de travail. Comme ça, ils développent plus vite leurs compétences. Finalement, c'est de la formation continue dans l'entreprise. C'est ça, c'est de la formation situation de travail. Merci pour toutes ces explications et puis peut-être qu'on se reverra pour en savoir un peu plus. Sans problème. Transmettre les savoirs et partager son histoire, c'est un peu aussi ce que nous propose le direct aujourd'hui à l'occasion de la Journée de la Femme. François-Marie, vous êtes à Puy en Côte d'Or. Voilà, appui en Côte d'Or, appuyé sur cette pièce qui est votre pièce d'écriture, Pascaline. Mais tout à fait, c'est mon bureau que j'ai conçu. Alors vous dites écrivain public, écrivain privé, c'est-à-dire ? Bien, je me considère plus comme écrivain privé parce que je m'adresse plus à la sphère privée des personnes, c'est-à-dire que je rédige pas des lettres de motivation ou des CV ou des lettres administratives, mais j'écris des livres uniquement. D'accord. Et là, de ce petit village, depuis, les gens viennent à vous. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Ils me contactent pour savoir un petit peu comment faire pour faire une biographie, pour écrire le livre de leur vie pour les générations à venir, leur famille ou simplement pour eux-mêmes, conserver des souvenirs. Ils me passent un petit coup de fil, on se rencontre chez eux, chez moi, comme ils veulent. Et puis ensuite, eh bien, ils me parlent de leur vie tranquillement, d'heure en heure. Et moi, je prends un petit magnétophone, j'enregistre tout. Et je me mets dans ce bureau et pendant des heures, j'écris ce qu'ils m'ont dit. Voilà, alors c'est comme ça que ça s'est peut-être un peu passé avec les 21 agricultrices, femmes d'agriculteurs qui ont voulu se faire entendre. Parlez-nous un peu de cette aventure qui aboutit à ce livre, justement. Tout à fait. Alors ce livre, il a été commandé par une association de femmes du milieu agricole, femmes d'agriculteurs, agricultrices. Donc une association qui s'appelle le GEDA des 7 vallées et ce sont des dames qui voulaient rendre hommage à tout le travail que l'association a fait depuis plus de 50 ans dans le Châtillonnais. Donc, d'accord, mais en même temps défendre leur position de femme qui a été longtemps bafouée. Tout à fait, elles ont eu une évolution extraordinaire puisqu'au départ, les femmes du milieu agricole n'avaient que rarement un statut. Elles n'étaient pas installées, elles n'étaient pas agricultrices, elles étaient simplement femmes d'agriculteurs conjointes. Et donc, elles faisaient un travail qui était quand même très conséquent auprès des vaches, dans les champs, à élever les enfants, à tenir leur maison. Et elles n'avaient pas du tout de statut. Alors, cette association, qui est chapeautée par la Chambre d'agriculture, les a aidées à se former à la comptabilité, à la gestion, et donc leur a donné des compétences qui leur ont permis de se lancer à l'installation dans les... Voilà, et cela a donné donc 21 témoignages. C'est un livre qui va sortir le 1er avril. Et oui, sans blague. C'est pas une blague. Et vous allez justement faire une manifestation à ce moment-là, rapidement dit. Oui, le 1er avril, on fait la présentation officielle du livre au Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine. Voilà. Et pour terminer, on peut trouver le livre à Châtillon. À Châtillon-sur-Seine, à la Chambre d'agriculture, à l'Office du tourisme et dans les librairies. Voilà, et on aura une co-auteure dans quelques minutes. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Merci François-Marie. Nous allons ouvrir notre page emploi. Alors prenez un stylo et un papier. Voici tout de suite les offres de la Chambre de métier de Bourgogne. À Toré, en pleine, une entreprise recrute un pâtissier. Il faut faire preuve de créativité, être minutieux et rigoureux. Débutant accepté pour ce CDD qui peut évoluer vers un CDI. À Moroges, une manufacture de tapis embauche un assistant commercial. Débutant accepté, il faut avoir le permis B et de bonnes connaissances
connaissances en anglais. CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI. Et pour finir, à Sens, une société de bâtiment recherche un maçon en contrat d'apprentissage. Titulaire d'un CAP, la personne intervient essentiellement dans le domaine du gros œuvre. Possibilité de suivre une formation pour obtenir un bac pro ou un brevet professionnel. On l'a vu ces derniers temps dans différentes manifestations agricoles, éleveurs et producteurs français sont en grande difficulté, sauf les producteurs de la filière comté et certains éleveurs installés en bio. Quelques exploitants en difficulté envisagent même une conversion en bio comme la seule solution pour s'en sortir. Produire autrement, c'est ce que fait depuis quelques années un GAEC en Haute-Saône qui s'en sort plutôt bien. Vanessa Hirson et Frédéric Buridan. Le GAEC du Petit Pont ne connaît pas la crise. Les deux associés produisent du bio depuis 5 ans et c'est justement parce qu'ils produisent bio qu'ils s'en sortent. Économiquement, il est vrai que nous maintenant on n'achète pour ainsi dire plus rien. On est autonome au niveau de l'alimentation des vaches laitières. On a un prix du lait qui est relativement porteur. Donc voilà pourquoi on est bien... L'associé de Jean-Bernard Sœur tient à nous montrer la courbe de leur chiffre d'affaires. Elle ne varie pas d'une année à l'autre. Effectivement, le fait d'être en bio nous permet d'avoir une régularité de revenus et c'est important en termes de lisibilité et puis en termes de réflexion sur l'avenir, quoi. En tout cas, on est heureux de pouvoir travailler comme ça. Produire du lait bio et le vendre dans cette petite coopérative, c'est ça aussi la clé de leur réussite. Seulement 15 exploitants vendent leur production ici pour un seul industriel, Adnan Jaoui. Le chef d'entreprise achète du bio local pour produire un seul produit de qualité et pour cela, il met le prix. On part d'une logique inverse en acceptant le prix payé producteur, en mettant nos coûts de fonctionnement et en regardant si le produit peut être accepté dans le marché ou pas. Donc là, notre gruyère, il est un petit peu cher sur le marché. On aimerait bien pouvoir optimiser le tout, baisser le coût, mais pour faire ça, c'est en augmentant le volume et pas en baissant le prix aux producteurs. Un système gagnant-gagnant qui a permis de sauver la coopérative, de sauvegarder des emplois et de faire travailler les producteurs de lait locaux. Aujourd'hui, 8 mars, vous le voyez, flash 100% féminin. Bonjour Marilyn Barat et Aline Belinsky. Aline, on commence avec vous en Franche-Comté avec un décès. Oui, bonjour Muriel, bonjour à tous. On l'a appris ce matin, l'enfant de 5 ans hospitalisé dimanche à Besançon pour une méningite à méningocoque est décédé. Il était originaire de Saint-Loup-sur-Semouse en Haute-Saône. Cette pathologie est rare, ne se transmet que par la salive. L'entourage de l'enfant a été invité à consulter pour recevoir un traitement antibiotique préventif de courte durée. Attention, si vous prenez le train, le trafic sera très perturbé dès 19h et jusqu'à jeudi matin 8h. Un TGV sur 3, 3 intercités sur 10 et côté TER, beaucoup de perturbations aussi. Exemple, un train sur 4 entre Besançon et Belfort et sensiblement pareil entre vous et nous, entre Besançon et Dijon. La SNCF invite les voyageurs à annuler ou reporter leur déplacement, tout simplement. Et si vous prenez le volant, soyez prudent. Un carambolage hier sur la 39 dans le sens Bourg-Dijon. 5 voitures ont été impliquées, bilan 2 blessés graves et 5 blessés légers. 65 réfugiés sont arrivés en Franche-Comté hier après-midi, des familles en majorité qui ont fui la Syrie et l'Irak après avoir transité par la Grèce. Nous n'avons pas pu les rencontrer pour l'instant. Ces réfugiés ont été installés dans les CADA, centres d'accueil de demandeurs d'asile, et l'État s'est engagé à étudier leur situation dans les 4 mois. Si ces personnes se voient reconnaître le statut de réfugié, elles ont vocation à rester durablement en France. Donc l'objectif est de leur donner toutes les chances possibles pour s'intégrer le plus vite possible et du mieux possible à la société française. Ça donne d'abord la possibilité d'accéder à un logement social avec un accompagnement social renforcé qui leur donnera toutes les chances d'apprendre très vite le français, de connaître les spécificités de la société française. Et puis aussi, cet accompagnement visera à leur permettre un accès facilité à l'emploi, à l'éducation et à la santé. Ces réfugiés bénéficient donc du programme européen de relocalisation. La France s'est engagée à accueillir 30 000 personnes d'ici 2 ans. Et bonne nouvelle pour les passionnés EES de voitures, Aline.
Et oui, ce 8 mars, vous en avez déjà, est la journée internationale du droit des femmes et chacun a sa façon de marquer le coup. Au musée Peugeot, c'est gratuit pour les filles aujourd'hui. L'occasion de découvrir des collections et l'expo consacrée justement à la femme et l'automobile Peugeot. Femmes dans la pub évidemment, mais aussi dans les ateliers et depuis longtemps. Elles sont vite intervenues. Au départ, parce qu'il n'y avait pas le choix, les hommes étaient partis à la guerre sur le front et pour les remplacer, les femmes ont intégré l'usine. Au départ pour faire des fabrications de guerre et puis ensuite elles sont restées pour fabriquer également des voitures. Et puis on termine avec une rencontre assez incroyable qui a eu lieu dimanche entre une habitante du Haut-Doubs et un lynx. L'animal était couché dans la neige. Quand Magali est passée en voiture, elle a eu le temps de dégainer son téléphone portable pour immortaliser le moment. Le lynx a poursuivi son chemin dans les bois. Il serait une centaine dans le massif du Jura. Voilà Muriel, l'info revient à midi avec Jérémy Chevreuil. Merci Aline, magnifique image, merci beaucoup. On commence le tour d'horizon en Bourgogne avec vous Marilyn et avec le procès du dentiste de Château-Chinon. Oui Muriel, Marc Van Nierop comparé devant le tribunal correctionnel de Nevers à partir d'aujourd'hui et pendant 2 semaines. Un procès très attendu par la centaine de victimes mutilées et escroquées par le praticien hollandais qui a sévi dans la Nièvre entre 2008 et 2012, à tel point que l'homme a été surnommé le dentiste boucher. À la barre ne comparaîtront que 4 victimes. C'est le choix du président du tribunal pour éviter d'allonger le procès. Et les dernières victimes que j'ai vues ce week-end, disons qu'on est tous dans un état de stress important, mais que l'on pense qu'après le procès, ça va nous permettre de nous reconstruire et de tourner une page. La 55e vente des hospices de Nuit Saint-Georges se déroulera le dimanche 20 mars. La pièce de charité sera vendue au profit de l'association Un pas vers la vie créée par Églantine Émeillé. Avec la somme récoltée, cette présentatrice télé souhaite financer en partie un centre de répit à Pierrefeu-du-Var. Cette structure pourra accueillir des enfants autistes afin de permettre aux familles épuisées de souffler un peu. Le fils d'Églantine Émeillé souffre d'autisme et de polyhandicap. Comme la structure va être localisée dans le Var, parce que c'est là qu'on a trouvé des bâtiments, je pense que fatalement, dans la région, il y aura plus de demandes spontanées, mais on va réserver des places. L'idée, c'est qu'on est en manque cruel de places et de places de répit. Donc ce qu'on souhaite vraiment, c'est que de toute la France, même dans le Nord-Pas-de-Calais, quelqu'un puisse téléphoner en demandant une place d'urgence et qu'on puisse la lui offrir. Donc on gardera des places spécifiques pour ça. En Saône-et-Loire, un professeur remplaçant vient d'être relevé de ses fonctions. Oui Muriel, cet enseignant a posté des propos injurieux envers les parents d'élèves de l'école primaire Raymond Doré de Tournu. Ça s'est passé avant les vacances de février et l'inspection d'académie a été saisie du dossier. Je lui ai notifié qu'il y aurait à son encontre une procédure disciplinaire puisqu'il a reconnu avoir posté ces propos. Nous allons prendre le temps de l'instruction, bien entendu, puisque je crois que dans ce cadre-là, il nous faut véritablement avoir toutes les données en main. Et puis après, bien, cette commission disciplinaire fera une proposition de sanction qui sera proportionnelle à la gravité de cet acte, qui encore une fois est un acte qui n'est pas anodin. Une enquête publique est en cours à Chalon-sur-Saône autour du projet de sauvegarde et de mise en valeur de l'île Saint-Laurent. Les habitants sont invités à donner leur avis en mairie jusqu'au 18 mars. Le projet défendu par le maire est de transformer les friches hospitalières en centres culturels et de créer au moins 200 logements. Mais pour cela, il faudrait raser des bâtiments dont la maison Jeanne Parent qui accueille des services municipaux. Sur 4 hectares comme ça, au milieu de la rivière, on a un nouveau quartier qui va sortir de terre. Donc il faut qu'on fasse les choses très correctement parce qu'on travaille vraiment pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce matin, Muriel, c'est à vous. Mais prochain rendez-vous avec l'actualité dans nos 2 régions tout à l'heure, à midi pile. Merci Marilyn. Et des titres de l'actualité à retrouver, bien sûr, sur le web. Avec en Franche-Comté, le rappel des 10 dates qui ont fait avancer les droits des femmes a commencé en 1791 par la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Décembre 67, la loi autorise la contraception, mais il faut attendre 4 ans
pour que les décrets d'application soient publiés. Et ce n'est qu'en 1975 qu'est légalisé le divorce par consentement mutuel. La suite qui retrace ce lent et long chemin de conquête des droits est dans l'article. Autre titre, la grève des cheminots demain. Ali nous en a parlé pour des questions de recrutement, de salaire et de conditions de travail. 4 syndicats ont déposé ce préavis. Le trafic sera donc très perturbé avec seulement un TGV sur 3 et un tiers des TER entre Dijon et Besançon. Toutes les précisions sont sur la page Bourgogne. Avec notre première invitée, nous avons parlé de transmission et de savoir-faire. C'est aussi pour partager leur expérience dans le monde du vin que plusieurs femmes se sont regroupées. Vigneronnes, œnologues, responsables de domaines, femmes et vins en Bourgogne. C'est le nom de leur association. On en parle tout de suite avec Virginie Taupeneau. Bonjour. Bonjour Myriam. Alors, vous avez créé l'association en 2000. Au début, vous étiez 6. Aujourd'hui, vous êtes 38, pardon. 38, oui. Ça veut dire quoi? Vous êtes plus visible? Vous prenez les choses en main? Les femmes ont toujours été en fait très présentes dans la viticulture, sauf qu'elles étaient plus cachées. Et du coup, on s'est dit pourquoi on ne se réunirait pas? Parce qu'on travaille beaucoup en famille et donc cette notion de collègue, on l'a pas vraiment. Donc on s'est dit on va pouvoir échanger, partager ensemble avec les mêmes problématiques de femmes dans un milieu qui est quand même plus un milieu masculin. Donc on était 6 au départ et puis petit à petit, bouche à oreille, l'association ayant un petit peu plus de crédibilité envers les hommes et les femmes parce que les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une association féministe mais féminine. Ils avaient peur de ça? Oui, tout à fait. Au début, on a entendu, il y a le MLF du vin qui se crée. Donc voilà, on a eu des sourires. En fait, ils ont regardé, ils ont observé pour voir un petit peu comment évoluaient les choses. Tout à fait. Et c'était vraiment en échange. En fait, on se réunit 4 à 5 fois par an. Certaines sont plus techniques, d'autres plus commerciales. Certaines travaillent avec leur père, moi avec mon frère, d'autres avec leur sœur, d'autres toutes seules. Donc c'était vraiment pour échanger avec comme un système de réseau mais lié au vin. Oui, voilà. Vraiment autour de l'expérience. Tout à fait. Est-ce que, justement, au vu du fait que vous avez grandi, les professionnels vous regardent de façon plus crédible, j'allais dire? Oui, parce qu'on a un discours qui est très cohérent. Et puis, c'est juste qu'on échange entre nous. On est des femmes dans un milieu un peu plus masculin. Mais maintenant, c'est pas, je dirais qu'après, à compétences égales, homme-femme, c'est un petit peu pareil. Sauf peut-être que une femme dans un milieu d'hommes, on lui en demande beaucoup plus. Une fois qu'elle a fait ses preuves, par contre, elle est beaucoup plus crédible. Donc c'est ce qui ressort un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a voulu se retrouver pour vraiment partager, échanger. Puis après, j'insiste sur le côté un petit peu éducatif, même si l'homme a pris plus de part dans l'éducation au quotidien avec les enfants. La femme reste quand même un petit peu le moteur éducatif. Et c'est vrai que par rapport... C'est-à-dire que quoi? Vous avez une mission par rapport à ça? Je pense que ce qui est important, c'est de montrer aux jeunes et dans une époque où on parle beaucoup de binge drinking, de consommer de l'alcool à forte dose très rapidement pour devenir sous. C'est important de montrer que le vin, qui est notre patrimoine culturel, toute la vigne, elle est quand même très présente dans le paysage français viticole. Donc c'est important, si vous voulez, de montrer que le vin à la vigne, c'est un patrimoine, que c'est une éducation, que c'est une culture, que consommer du vin, voilà, ça se déguste et c'est important pour transmettre. Vous mettez des actions justement en place pour pouvoir transmettre ce Alors ce je reçois par exemple, savoir. et avec l'association, une association au niveau national qui s'appelle Femmes de Vin, on a mis en place aussi, on reçoit les enfants des écoles primaires pendant les vendanges. Donc moi je reçois des petits de 5 à 8 ans et je les reçois, ça dure 1 heure, 2 heures. Alors ce qu'ils aiment évidemment c'est boire un verre de jus de raisin, mais ça leur permet d'avoir des souvenirs. Raisin, hein. Oui, tout à fait. Et ce qui est important c'est qu'après, j'ai eu des enfants de 5 ans qui quand même habitent à Moret-Saint-Denis qui me disent « Ah c'est ça des vignes ». Donc ils se rendaient pas compte que ce qui les entourait c'était quand même des vignes. Donc c'est important de leur montrer, les éduquer, de leur montrer comment on fait du vin, que ce n'est pas... ce n'est pas une honte et que de consommer du vin avec modération, avec plaisir, c'est plutôt bien aussi. Quel est le profil des différentes femmes qui sont dans votre association? Alors ça va de 20 à 60 ans, je dirais, et en fait c'est des femmes qui sont toutes repris des domaines familiaux, certaines ont créé leur domaine. Et on est limité à 38. Moi, j'avais dit, tant que je serais présidente, je limiterai à 40 parce qu'après, c'est une logistique qui est importante. Puis c'est vraiment que toutes soient des femmes très motivées. Par contre, ce n'est pas des épouses de viticulteurs, c'est plutôt des femmes qui sont vraiment impliquées dans les domaines, en fait, familiaux.
Donc, qui prennent vraiment qui prennent des décisions avec leur père, leurs frères, leurs sœurs, mais voilà, qui sont très impliqués dans les domaines. Merci d'être venu nous présenter votre association. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je vous en prie. Merci de m'avoir accueilli et je suis ravie. Il faudrait que la journée de la femme soit tous les jours. Mais elle est tous les jours. Elle est tous les jours, tout à fait. Alors justement, on rencontre maintenant avec une femme, je suis sûre qu'elle vous plairait, sauf qu'elle n'est pas dans notre région. Estelle Elch est pleine d'ambition, viticultrice, productrice, femme d'affaires. Elle a repris il y a quelques mois l'exploitation familiale, reportage tourné en octobre dernier par une équipe de Reims. Elle n'a que 23 ans et déjà à la tête de l'exploitation familiale. Estelle représente la 3e génération de viticulteurs de la maison Rémy Adam. Je suis née dedans en fait, j'ai toujours été dans les vignes depuis que je sais marcher et la passion, j'ai des parents en lesquels je suis très très fière parce que c'est quand même un métier passion, c'est très dur et je crois que je me serais jamais imaginé faire autre chose. Et c'est à la base un métier d'homme parce que c'est très physique. Mais justement, c'est un challenge en plus de montrer que la femme aussi maintenant est capable de tenir une exploitation comme un homme et d'y apporter sa touche féminine. Une exploitation à taille humaine, 5 hectares de vignes au total, une production confiée à la coopérative de Berru. Après, on va déguster du millésime 2010 et du 2011. D'accord. Et après, c'est toi qui décideras, d'accord? D'accord. Assemblage, cuvée et futur millésime. Estelle sait se faire écouter, mais son papa n'est jamais bien loin pour la conseiller. Et arrivé à un moment, il faut se rendre compte qu'on va vers la sortie. Donc, si on ne leur donne pas leur chance au début, c'est pas à 40 ans qu'on démarre dans la vie. À mon avis, c'est à 22, 23 ans, on a de l'ambition, on a la niaque, on a du caractère. Bien sûr, ils feront des erreurs, ils ramasseront des ardoises, c'est certain. Mais si on attend 35 ans, il ne faut pas étouffer les jeunes. La décision, elle se prend à 3, à 2 et tout seul, dans le sens où on est là pour débattre. C'est Daniel ici qui fait le plus gros du travail, parce que sans lui, il n'y a pas de vin. Après, sans papa, il n'y a pas de maison de champagne. Et puis sans moi, il n'y a pas de continuité. Donc c'est vraiment tous ensemble que ça marche. Cultiver, produire, mais aussi s'investir dans la vie de la coopérative. Estelle y tient. Son grand-père était l'un des fondateurs il y a plus de 50 ans. C'est vraiment une coopérative familiale dans laquelle chaque adhérent a vraiment son mot à dire et dans laquelle on peut vraiment avoir de l'innovation, telle que moi j'ai demandé des fûts de chêne, certains millésimes et là on est même en train de développer une partie bio donc depuis 2 ans, ce qui permet vraiment d'avoir des perspectives différentes et on est vraiment écouté, quoi. Donc tu t'occupes de l'exploitation familiale, mais tu as une autre casquette. Tout à fait. Je crée une marque de champagne avec un concept complètement différent, créé par la femme et inspiré par la femme. C'est un modèle, moi je pense vraiment que celui-ci est pas mal. Et c'est avec Carmouni qu'Estelle a élaboré ce nouveau produit, 1 an après la fin de leurs études. Les 2 jeunes femmes n'ont pas froid aux yeux. Elles misent sur un champagne haut de gamme en France et à l'étranger. On s'est dit, ouais, on a que 23 ans, mais même pas peur, on y va. Et peu importe, oui, il y a peut-être des gros groupes, etc. Mais après, moi qui ai plus une influence de Paris, j'ai vu beaucoup de choses changer. Des gros lobbies qui sont aussi tombés par des tout petits qui se sont dit, et si on avait l'ambition de changer un petit peu les choses et voilà, je suis sûre que nous aussi, on a les épaules et puis on a l'envie pour et qu'on ira loin. En tout cas, on lâchera rien. Une bouteille noire, mate, faite entièrement à la main. Un 100% chardonnay, 5 ans de cave minimum. Un champagne inspiré par la femme moderne, éloge d'élégance et de sobriété. Rencontre maintenant avec une autre femme de terrain, une agricultrice. Elle partage son histoire avec nous et avec vous, François-Marie. Alors oui, nous sommes installés là dans la cuisine de Pascaline. On a descendu d'un étage avec vous, Florence Bouchard. Vous êtes voisine, vous êtes agricultrice à Semont et c'est vous qui faites tourner l'entreprise, l'exploitation en tout cas. Alors, vous allez nous la présenter rapidement quand vous situe. Donc, vous faisiez du lait, mais vous n'en faites plus.
mais vous continuez à accueillir des bêtes et vous faites quoi? Des céréales aussi? Oui, je suis la 4e génération à faire la ferme. J'ai dû arrêter le lait dû à la mise aux normes et je continue les céréales et je reçois des vaches pour l'hiver. D'accord. Et vous êtes maintenant seul sur l'exploitation avec votre maman et vous avez participé à l'écriture là de ce fameux livre de témoignages. Et moi, il y a une chose que j'ai retenue, c'est quand vous parlez, quand les autorités, je sais pas, quand on vous appelle au téléphone, on cherche toujours à joindre un homme. Racontez-nous. Oui, ils ont du mal à accepter qu'une femme peut être chef d'exploitation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Allô, on voudrait parler... Mais au chef d'exploitation, on veut parler à votre mari, à votre conjoint, mais pas... Ils n'admettent pas que ça soit une fille. Mais là, c'est le genre de coup de fil qui date de combien de temps? Régulièrement, on a pour des enquêtes, presque tous les ans. Encore aujourd'hui toujours... Vous disiez aussi, on a du mal à se faire entendre, c'est-à-dire... La femme n'a pas beaucoup de pouvoir auprès... les personnes extérieures, genre mécaniciens ou même techniciens, acceptent mieux les reproches ou les remarques de la part d'un homme plutôt que d'une femme. Mais vous pensez, malgré maintenant le statut quand même qui a changé, parce que c'est plus femme d'agriculteur, c'est agricultrice avec les retraites et heureusement tout ce qui va avec, mais les choses n'ont pas bougé, il y a encore... Et un livre comme celui-là peut apporter des informations qui font réfléchir? Eh ben, on espère. On espère que la femme va pouvoir... avoir une belle place dans l'agriculture. Ça a été facile, douloureux, joyeux pour vous de livrer un peu tout un parcours de vie? Oui et non. Parce que, parler du présent, c'est une chose, mais comme papa est décédé, parler du passage quand il est parti, c'était assez difficile. Et il faut continuer la ferme. J'ai toujours voulu ça, donc voilà, on se donne pour y arriver. Merci Florence, on vous retrouvera tout à l'heure avec toutes les co-auteurs aussi du livre qui vont parler de leur vie d'agricultrice au quotidien. Merci. D'accord, à tout à l'heure. Merci à vous. Un peu de folie grâce à la ruche gourmande. Ce cabaret de campagne près de Joigny dans l'Yonne accueille une centaine de personnes chaque week-end. Il est tenu par la même famille depuis plus de 20 ans. Feuilleton signé Stéphane Robert, il est avec nous. Détachement de veste, c'est magnifique Stéphane, bonjour. En direct comme ça, voilà. Bonjour. Alors pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder le 2e épisode du feuilleton. Actuellement, c'est le conte de Cendrillon revisité qui est sur scène, reportage que vous avez tourné avec Johan Etienne et Samuel Verrier, puis on se retrouve après. D'accord. En ce samedi soir de Saint-Valentin, la ruche gourmande bourdonne déjà fort. Préparez-vous, tout doit briller, dépêchez-vous, retour en jeu. Cachez vos peurs dans les armoires, c'est bientôt l'heure et c'est ce soir. Bienvenue dans notre histoire, allumez les chandelles, laissez dehors vos idées noires, oui c'est ça l'essentiel. Quand ils arrivent vers 4-5 en général, ils se mettent un peu où ils veulent, ils ne me voient pas, c'est assez rigolo. Des spectateurs venus en nombre, de Lyon pour la plupart et des départements limitrophes, pour beaucoup des habitués des lieux. Non, c'est la 2e fois. Moi, c'est la 3e fois, 4e fois. Et justement, qu'est-ce que vous aimez ici? C'est bien, c'est l'ambiance, on mange, et puis après on voit le spectacle, on fait la fête et tout. Ils ne sont qu'une petite dizaine ici à faire tourner ce cabaret. Catherine n'est pas encore dans son rôle de belle-mère de Cendrillon. Les strass et paillettes attendront encore un peu. La mission du moment, valider les réservations pour le dîner. Oui. Il reste juste quelques places pour demain. Voilà, non mais on est content. Oui, c'est bon. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Alors c'est vrai qu'on a le souci que tout le monde soit bien. Ce qui est important, c'est les moments, enfin ces moments-là, c'est des moments précieux. Bon là, j'ai revu des gens que je connaissais, que je rencontre des fois à Auxerre. Bon bah tiens, comment ils vont? Enfin, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, voilà, puis ça fait 20 ans qu'on fait ce métier-là, donc j'ai des gens qui m'ont connue quand j'étais une jeune femme, quoi.
s'asseoir. Casquette sur la tête, œil malicieux, Didier Dididou travaille ici depuis 14 ans. Ami de la famille, cet homme multitâche incarne par sa bonne humeur l'esprit de la ruche. Vous êtes toute seule? Non. Il n'y a personne à mettre avec vous? Avec le manteau, je parle. Hein. Là, ils arrivent, il pleut et tout, ils sont tristes. Il faut un peu les booster. C'est le premier contact. Voilà. Après, je vais m'en occuper d'eux, après, à table. Il est extravagant, donc voilà, ils arrivent dans un cabaret, ils sont là pour s'amuser. Surtout pour venir nous voir, il faisait pas beau aujourd'hui, ils ont roulé dans le noir, tout ça, donc il faut avoir un accueil chaleureux et qu'ils les mettent à l'aise rapidement. Voilà. C'est la catastrophe qui est arrivée en balle. Arrête de parler du noir et la crise. Oui, la crise, tu dois lâcher prise. Arrivé de Paris il y a déjà 20 ans, Luc a d'abord été apiculteur, puis restaurateur, avant d'évoluer vers les métiers du cabaret. Il se définit comme un artisan du spectacle et comme tout patron, il a l'œil sur tout. Bonne soirée. C'est ça le patron des petites entreprises, voilà. C'est pas les gros patrons, mais dans les petites entreprises, on est obligé de tout faire. Même s'il y a des paillettes, il y a quand même des détails à régler. Comme ça, l'impression de s'amuser, mais il faut que tout soit bien, fonctionne bien, sinon les clients viennent de loin, qu'ils soient heureux. Ouais, c'est bien, c'est beau parce que on pensait pas qu'il y avait une ambiance comme ça. Mais j'y crois pas. Oh le canon. Oh le canon. Come on, dance. Just want it. It's a sexy. That's on it. It's freaky. That's on it. Yo, come on. Ouverture du show, ambiance garantie, ça donne envie de danser. Pourtant, réussir ce pari en pleine campagne, c'est juste hallucinant. Là, c'est la force en fait de la famille Soulard, de Luc le papa et Catherine la maman qu'on a rencontrée donc dans ce cabaret, effectivement en pleine campagne. Hein, quand on sort de l'autoroute à Joigny, on a encore une bonne petite demi-heure de route et pourtant ça n'effraie ni les spectateurs qui viennent en nombre depuis des années. Ni personne en fait, puisque le rendez-vous est là, l'ambiance est là, et c'est vraiment une signature aussi pour les spectacles. C'est ce que j'allais vous dire, finalement, c'est un peu la recette de leur succès aussi. C'est surtout la recette le succès est là effectivement, puisque la qualité proposée par les spectacles, on s'en est rendu compte pendant le tournage sur ce spectacle, cette comédie musicale écrite par une des filles de la famille. On le comprendra un petit peu plus tard, mais en tout cas effectivement la qualité est là et cabaret de campagne égale qualité aussi, je dirais. Oui, on voit c'est une machine bien rodée parce que ils s'entourent aussi de professionnels. Combien ils sont en tout ? Il y a une dizaine d'acteurs, on dira, sur scène, de comédiens plutôt, effectivement professionnels. Et puis tous les détails sont là, hein. Vraiment, la famille Soulard est tout le temps dans la recherche de régler le petit détail. Une petite anecdote, un réglage qu'on a vu fait par le papa sur scène dans le premier épisode. Oui, il monte à l'échelle. Voilà, il monte à l'échelle et il règle vraiment un détail. Pour nous, on se demandait ce qu'il faisait. Et non, c'était 1 millimètre de trop de lumière sur le décor et ça n'allait ni à lui, ni à sa fille qui est metteur en scène, ni à l'ensemble de la troupe d'ailleurs. Et puis on voit, ils aiment les gens. Est-ce qu'ils ont des retours et ils écoutent justement ce que les spectateurs peuvent leur dire sur leur spectacle ? Oui, alors ça c'est une autre facette peut-être du succès de la ruche gourmande à Perreux, c'est ça, c'est que justement les retours sont toujours très nombreux, positifs, essentiellement, et puis parfois négatifs aussi, des petits ça nous a pas plu, c'est trop dur, c'est trop ci, c'est trop ça. Et donc ils font évoluer les choses. Voilà, la famille Soulard pourrait laisser filer et dire après tout non, c'est une grosse machine rodée. Non, justement, toujours dans la quête du petit détail, se remettre en question. Exactement. Alors justement, ça fait plus de 20 ans que la famille tient ce cabaret. Je suppose qu'en 20 ans, il a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, ça a démarré au tout départ dans la résidence, on dira, secondaire de la famille, dans la grange, une petite grange, puisque Luc Soulard a multiplié les casquettes et les métiers. Et un jour, il a décidé d'être restaurateur avec son épouse. Une rencontre, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais une rencontre a fait qu'ils ont lancé des shows transformistes. C'est très drôle aussi, des shows transformistes en plein cœur de la Puisée, comme à Paris en fait.
Et puis voilà, le succès aidant. Et vraiment, ce qui est très très impressionnant, c'est qu'ils ont investi beaucoup, près d'1 million d'euros quand même, pour monter une salle de 300 places. Et encore un détail très important, c'est que c'est une salle, une très belle salle avec beaucoup d'aspects techniques, tout est bien pensé. Et c'est juste derrière la grange où tout a démarré. C'est assez drôle. Il présente ce spectacle-là tous les week-ends, à quelle fréquence, très rapidement? Très très régulièrement, il y a parfois des week-ends off, mais pratiquement tous les week-ends, c'est ouvert sur réservation et c'est, sans faire la publicité de la ruche gourmande, je pense que quand les réservations atteignent un chiffre, ils lancent la soirée, mais visiblement ça marche bien puisque pratiquement tous les week-ends le spectacle est lancé. D'accord, c'est parfait. En tout cas, on voit que ça vous a plu. On vous retrouve avec toute l'équipe. La suite des feuilletons, c'est jeudi et vendredi dans la matinale ou sinon à tout moment sur Internet. Et jeudi avant la matinale, le magazine Pourquoi chercher plus loin vous emmène du côté de la montagne couronnée, surnom donné à la ville de Laon dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. En rencontre avec des amoureux de la cité et de son histoire, c'est jeudi à 9h15. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous en compagnie des programmes de France 3 et nous on se retrouve jeudi à 9h50. Très bel après-midi.